Bonjour à tous, c'est Hassan Baraka, coach motivationnel et sportif de l'extrême. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de la conscience de l'être et de l'énergie qui existe autour de nous. Dans ces moments de crise sanitaire et de pandémie où on parle d'immunité collective pour ce qui est de la vaccination face au Covid, moi je voudrais aujourd'hui parler plutôt de connaissance collective. Le constat que je fais, que la plupart d'entre vous observent, c'est qu'il y a des tensions. Des tensions qui existent entre ceux qui pensent aux théories du complot, donc avec cette crise sanitaire, et ceux qui soutiennent les actions des différents gouvernements pour éradiquer la pandémie. En ce qui me concerne, et bien qu'en toute franchise, je trouve que malgré les discours de certains pays sur l'importance de gérer cette situation avec comme objectif la salvation des vies humaines, le volet économique, malheureusement, prévaut sur tout le reste. Et j'aurais souhaité, vraiment du fond du cœur, qu'il y ait plus de franc-parler et moins de langue de bois. Néanmoins, ce que je constate en effet aujourd'hui, c'est qu'il est essentiel pour moi que les peuples et êtres humains soient soudés entre eux. Et cela passe à mon sens par la conscience collective. Qu'est-ce que la conscience collective? Eh bien, tout d'abord, je voudrais parler de l'inconscience collective. À cet effet, il est clair que depuis un quart de siècle, les nouvelles technologies et notamment l'arrivée d'Internet nous a plongés dans un monde connecté les uns des autres, mais déconnecté de la réalité, à vrai dire. On a tous aujourd'hui le monde dans notre poche, car à tout moment, d'un simple clic sur notre smartphone, on peut a priori savoir tout ce qui se passe sur Terre et parler à n'importe qui sur les quatre coins de la planète. Mais cela n'est qu'un leurre, car cela pousse chacun de nous vers une réelle crise existentielle. En fait, le problème n'est pas la technologie. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le vrai problème, c'est la rapidité dont nous obtenons l'information, la rapidité dont nous libérons des endorphines suite à un like sur Facebook ou sur Instagram, la rapidité que cet effet disparaît et la précipitation que toutes les actions que nous faisons sur ces nouveaux supports se réalisent et c'est le problème car nous arrivons à un encombrement de notre esprit. Pour quelqu'un comme moi, qui adore voyager et découvrir les endroits les plus lointains de la planète, comme ça peut être le pôle sud en Antarctique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Alaska, la Sibérie, je suis vraiment ravi de vivre dans ce 21e siècle, chose qui n'était pas le cas au départ, et d'avoir cette facilité de me connecter via ces dispositifs, donc à la planète tout entière. Néanmoins, je tire la sonnette d'alarme. Je ne suis ni le premier, ni le dernier qui le fera. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, je recommande vivement le documentaire Derrière nos écrans de fumée, que vous pouvez trouver sur la plateforme Netflix. Et donc je tire la sonnette d'alarme sur le danger. Quel danger? Le danger du trouble du déficit d'attention, qui revient à dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus les capacités de nous concentrer sur quoi que ce soit très longtemps. Or, cette même concentration dont nous avons besoin pour nous reconnecter à notre moi intérieur et donc à notre conscience, donc on va dire que tout acte créatif a besoin que l'on soit concentré au moment présent pour un certain temps sur notre objectif. Et donc c'est là la clé de la réussite. Pour résumer, si vous perdez la capacité d'attention, vous perdez la capacité d'être créatif. Or, en ces moments difficiles, nous avons besoin plus que jamais d'esprit créatif. Quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un, pas forcément qui fait des œuvres d'art, ou un bon acteur, ou un poète, ou un sportif. En fait, la créativité en nous permet de résoudre nos problèmes. Un exemple que je prends souvent lors de mes interventions est celui de Dick Fosbury. C'est un sauteur en hauteur américain qui révolutionna le monde de l'athlétisme en 1968. En effet, Dick Fosbury avait un problème, qui était le fait de ne pas sauter trop haut. Donc ça ne lui permettait pas d'être sélectionné parmi les 3 sauteurs qui allaient représenter les USA aux Jeux Olympiques de Mexico 1968. Face à cette difficulté, il a fait preuve d'esprit créatif, il a innové en changeant la façon de sauter. Il a remplacé les 2 formes de saut de l'époque, le rouleau ventral qui se faisait sur le ventre ou le saut en ciseaux avec les pieds en avant.
Il a remplacé ça par le saut qui s'utilise actuellement et qui est d'ailleurs nommé de Fosbury Flop, c'est-à-dire en sautant le dos le premier. Ce qui à l'époque donc lui a permis de se qualifier d'une part et de remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968. La créativité est donc essentielle pour résoudre nos problèmes et dans toutes les facettes de la vie. Tony Robbins a dit: si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Ce qui revient à dire que si tu fais certaines actions et tu te trouves confronté à l'échec, il serait peut-être temps de changer tes habitudes et tu obtiendras un autre résultat, éventuellement ta réussite. Ce qu'il faut comprendre éventuellement de l'inconscience collective, c'est que, pris dans notre nuage, on oublie le véritable potentiel qui est en nous. En fait, nous sommes tous sur cette terre des maillons d'une seule et unique chaîne. Ensemble, nous serons toujours plus forts. Or, aujourd'hui, on est comme dans les vapes, on est comme drogué, on n'est pas conscient de notre potentiel. On est chacun amoindri de notre côté en pensant que nous sommes connectés via les nouvelles technologies, alors qu'en fait, dans la réalité, nous sommes seuls et nous n'arrivons pas à souder les maillons de la chaîne. Pour revenir à l'essentiel de cette vidéo, et maintenant que vous avez compris l'importance capitale donc de changer certaines choses dans le monde, dans lequel on vit, donc de nos jours, bien évidemment, le changement, c'est d'abord en partant de l'intérieur de chacun de nous. Gandhi disait: soyez vous-même le changement que vous voudriez voir dans le monde. Maintenant que nous avons dit tout cela, le point auquel je voulais par conséquent arriver depuis le début, c'est donc celui de la conscience collective. Pour cela, j'ai essayé de donner une idée de ce qui était son inverse, via l'exemple de l'impact donc des nouvelles technologies et leur effet sur la société lorsque nous les utilisons dans un état d'inconscience, car on ne perçoit pas tous les effets donc néfastes d'une part, ni l'incroyable potentiel qui sommeille en chacun de nous. Quand je dis nous avec un grand N, nous comme êtres vivants. Malheureusement, lorsque nous faisons donc les choses de façon inconsciente, on n'en tire pas vraiment le véritable bénéfice que l'on pourrait en tirer. J'encourage par conséquent d'apprendre à utiliser donc notre esprit de la même façon qu'on utilise les réseaux sociaux ou nos téléphones et Internet. Le jour où on arrivera à le faire, je peux décidément vous dire que le monde sera un paradis pour chaque être vivant sur cette planète. Arriver à la conscience collective, c'est tout simplement lorsque l'on arrive à nous reconnecter aux différents éléments qui nous entourent. Plusieurs sont les techniques que je serais ravi d'aborder dans de futures vidéos, avec toujours l'importance accordée au moment présent et du lâcher-prise. On est conscient lorsque l'on atteint un certain degré de prise de recul, ou plutôt lorsqu'on prend son envol, en se détachant de chaque situation pour au final bien la vivre. Ce n'est que lorsque l'on prend conscience de ce que l'on fait que l'on peut dire que nous avons un libre arbitre. Et voilà là un sujet très intéressant à creuser pour de prochaines vidéos. Avons-nous vraiment un libre arbitre? Pour ne pas nous éloigner du sujet principal de la vidéo, qui est celui de la conscience collective, celle-ci débute lorsque l'on comprend le mécanisme et la loi fondamentale qui régit notre planète. C'est-à-dire que la survie dépend de l'énergie. Comme vous le savez, en physique-chimie, on a compris que la matière ne disparaissait jamais. D'où la fameuse citation de Lavoisier: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Or nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes faits d'énergie. Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'on manque d'énergie? Telle une batterie, on commence à fatiguer. Aujourd'hui, un des principaux fléaux de notre société est le vol d'énergie entre individus. Comment ça, me diriez-vous? Dans des disputes conjugales, dans des disputes au travail, dans des disputes entre sociétés et toute autre interaction donc, que nous pouvons imaginer donc, entre deux parties, la raison principale du contentieux est celle de l'énergie. La majorité du temps, dans une dispute, et si on imagine donc qu'un individu A ayant une énergie de 50% se dispute avec un individu B qui lui a une énergie de 70%, il est probable en fonction donc de la personnalité de chaque individu, du contexte ou du moment, que leur niveau d'énergie change durant la dispute. L'individu A se retrouve peut-être à 80% donc d'énergie, ce qui automatiquement entraînera la perte de 30% d'énergie donc
donc de l'individu B qui se retrouvera avec 40%. James Redfield parle de 4 types de personnalités dans ce genre de conflit. À cet effet, je recommande vivement son livre The Celestine Prophecy, Las Nueve Revelaciones en espagnol ou encore La Prophétie des Andes en français, qui explique magnifiquement bien ce concept de vol d'énergie entre individus. Je prends maintenant le temps d'en parler brièvement pour que vous compreniez en quelques phrases de quoi il s'agit. Les mécanismes donc, de domination que chaque être humain utilise donc, pour se voler l'énergie, donc, selon Redfield, donc, sont les suivants. Il y a la personnalité donc, indifférente, il y a l'interrogateur, l'intimidateur et le plaintif. Donc le plus agressif est l'intimidateur, qui vole de l'énergie aux autres en les dominant et en les faisant se sentir inférieurs, que ce soit par une agression physique ou verbale, dont sorte que l'intimidateur se sente mieux et les autres se sentent moins bien. Vient ensuite l'interrogateur, qui se sent bien en posant des questions, donc à la limite de l'agressivité. Elle vise certainement à faire en sorte que l'autre personne se sente petit afin que l'interrogateur puisse se sentir supérieur à lui. Des questions comme « As-tu pensé faire un régime ? Pourquoi tu ne fais pas ça différemment ? Et pourquoi es-tu si désespéré ?» Ou bien des questions comme « Tu sais pourquoi c'est arrivé, n'est-ce pas ?» Ensuite, il y a l'indifférent, qui est une position, donc réponse assez courante à un parent qui est interrogateur ou un conjoint qui est interrogateur. Et donc l'indifférent fait face aux autres en agissant à distance et en cachant ce qu'il pense vraiment. Et soit en ne répondant pas du tout, soit en répondant de manière évasive. Peut-être avec des brefs non, des réponses d'engagement comme peut-être ou je ne sais pas vraiment. Ils font exprès de laisser donc de vagues indices dans la discussion, ce qui fait que vous posez encore plus de questions afin de vous engager avec eux. Vous pouvez imaginer comment donc une personne distante pourrait utiliser cela donc comme une stratégie défensive qui a aussi comme but de prendre de votre énergie. Enfin, il y a là la quatrième façon de contrôler les autres, et là c'est le plaintif, le pauvre de moi. Ces personnes qui prennent la position de victime, disant que leur vie est horrible et que tout est injuste. Elles utilisent la culpabilité ou la pitié pour vous manipuler. Ils pourraient dire non, 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 c'est bon, je vais continuer, j'ai l'habitude de toujours faire tout moi-même. Ou même dire après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me laisses tomber comme ça. Voilà donc les différentes façons que les individus A et B ont d'interagir et de se voler de l'énergie commune l'un de l'autre. J'espère que ça pourra vous éclairer un peu et vous encourager donc à lire le livre de Redfield. Une fois le constat étant fait, le secret de cela est le fait de comprendre tout simplement que nous n'avons pas besoin de l'énergie de l'autre pour vivre. On peut se procurer donc de l'énergie illimitée en dehors de notre prochain. La nature et l'environnement donc, qui nous entoure est la principale source d'énergie inépuisable. Il suffit de voir l'envol d'une cigogne ou encore la danse des arbres avec le vent et même encore en observant jour après jour la croissance d'une graine que nous avons nous-mêmes plantée, ou toute autre manifestation de la création de Dieu. Lorsque l'on prend le temps de nous connecter à cela, on remplit toute l'énergie que notre corps et esprit a besoin, sans pour autant retirer cette énergie d'une tierce personne. Qui n'a jamais ressenti la jauge de son énergie se remplir au maximum, comme si d'un jeu de combat sur console il s'agissait, suite à avoir marché pieds nus sur le sable d'une plage? Une autre méthode d'obtenir de l'énergie sans pomper celle de son prochain, c'est sans aucun doute la méditation, les prières ou tout moment que l'on prend pour découvrir son moi intérieur. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même, disait Gandhi. Lorsque l'on prend le temps de faire de l'introspection, de méditer et de prier, on respire l'instant présent et la connexion avec le divin. Et bien entendu, Dieu est source d'énergie inépuisable. Après chaque séance, on a toujours notre batterie d'énergie remplie, alhamdoulilah. Une fois que l'on a compris ce concept d'énergie inépuisable où il faut aller puiser et que l'on comprend les mécanismes malsains de vol d'énergie qu'il y a lieu donc entre nous, les êtres humains, c'est là que l'on peut dire que l'on commence à ouvrir les yeux et à tendre vers une conscience collective. Néanmoins, pour arriver à celle-là, il faut beaucoup de travail pour être
attentif à chaque fois que l'on risque de commettre une erreur de vol d'énergie et continuer à travailler son moi intérieur jour après jour pour apprendre à charger ses batteries, donc de la source inépuisable d'énergie. Pour conclure, je voulais faire un parallélisme avec la notion de connaissance. Alors, la connaissance est une chose particulière qui se multiplie de manière exponentielle et qui reste la propriété d'une personne alors même qu'elle vient de la partager. Idriss Aberkan parle d'économie de la connaissance et il nous parle de connaissance comme le pétrole du 21e siècle. Et cela rejoint parfaitement l'idée clé donc de l'importance de la prise de conscience collective. Lorsque l'on saisit ce concept et l'on l'applique, donc on le multiplie, cette énergie existante sur la planète, et on arrête de se la voler les uns les autres. J'ai essayé de vous parler de plusieurs notions dans cette vidéo pour essayer, comme je pouvais, de vous ouvrir les yeux et vous faire prendre conscience de ce qui, à mon sens, est important. À partir de là, chacun est libre de se faire sa propre idée. Être d'accord avec moi ou pas, c'est totalement votre droit. Mais si vous avez écouté ma vidéo jusqu'ici, c'est que tout ce que je dis, donc ça vous parle, ça vous touche. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous sur le sujet. Abonnez-vous et lâchez un petit pouce bleu, donc ça m'aidera pour le référencement de la page YouTube et ça me permettra de faire plus de vidéos de la sorte et qui pourront atteindre plus de monde. Merci à vous pour votre écoute attentive et que la paix soit sur vous. Wake up!